Bienvenue à vous. La question du jour est: que devriez-vous savoir sur le cerveau féminin? Il s'agit d'un sujet très important. J'ai hâte d'en apprendre plus sur le sujet. D'ailleurs, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, sachez que c'est très important, car nous avons tous des femmes qui comptent pour nous dans notre vie. Dr Lisa Mosconi, bienvenue de nouveau dans cette émission. Elle est l'auteure du livre Brain Food. Nous n'avons pas eu beaucoup d'invités récurrents, mais ça fait déjà plusieurs fois que vous venez nous voir. Merci de m'avoir invité. Les gens vous réclament, ils ont tellement de questions. Car vous avez une perspective intéressante et une solide expertise due à votre parcours professionnel. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur agrégé en neurosciences, en neurologie et radiologie. Vous êtes la fondatrice et la directrice du Women's Brain Initiative. J'exerce dans l'école de médecine de Weill Cornell à New York. Vous avez fait de nombreuses recherches sur le cerveau féminin, telles que l'impact d'Alzheimer par exemple. Je me souviens de cette conversation que nous avions eue sur la santé du cerveau féminin. En effet. Nous faisons aujourd'hui un épisode spécial concernant les femmes. C'est super, car en réalité, le cerveau féminin est un sujet dont on ne parle pas beaucoup habituellement. Durant des années, nous avons véhiculé l'idée que le cerveau masculin était supérieur au cerveau féminin. Du moins dans le domaine de la médecine, ou même en psychologie. Il y avait aussi cette fausse croyance que les hommes sont plus doués pour les mathématiques que les femmes. Incroyable. C'est aussi la raison pour laquelle les hommes ont eu accès à l'éducation supérieure depuis beaucoup plus longtemps que les femmes. Mais il existe pourtant de brillantes mathématiciennes. Et finalement, le contraire s'est produit. Au bout d'un moment, tout le monde a fini par dire « je ne veux pas paraître sexiste », alors je dirais que les hommes et les femmes ont exactement le même cerveau. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas pareils. Non, mais ça dépend de ce que vous entendez par là. Par exemple, si je regarde un scanner cérébral, c'est ce que je fais dans le cadre de mon travail. J'ai un doctorat en neurosciences et en médecine nucléaire, alors ça fait partie de mon métier. Et il n'y a aucun moyen de différencier les deux avec un scanner. Ce n'est pas comme si votre cerveau possédait des parties que mon cerveau n'avait pas. Anatomiquement et structurellement, ils sont assez semblables. La seule différence étant que les hommes ont en général un cerveau plus gros. Mais les hommes sont plus grands que les femmes, donc c'est logique. Les vraies différences sont plutôt subtiles, mais elles sont réelles. Par exemple, il y a des différences dans la manière dont nos cerveaux sont câblés. Le cerveau des femmes a tendance à être plus connecté, ce qui fait que les différentes parties de leur cerveau communiquent mieux entre elles. Il y a aussi certaines hormones et certains neurotransmetteurs qui sont plus présents dans le cerveau masculin, et d'autres hormones et d'autres neurotransmetteurs qui sont plus présents dans le cerveau féminin. Les hommes produisent plus de sérotonine, qui est un neurotransmetteur du bien-être, alors que le cerveau féminin produit plus de dopamine, qui est plutôt un neurotransmetteur de la récompense. La dopamine les prédispose à la performance d'une certaine façon. Mais les différences notables se retrouvent plus dans le vieillissement du cerveau. Le cerveau féminin et le cerveau masculin vieillissent différemment. Et c'est prouvé par la science. Ce n'est pas un stéréotype. Et il n'y a pas à en avoir honte non plus. Ce n'est pas comme si le cerveau des femmes vieillissait mal. C'est juste qu'il vieillit différemment. Nous mûrissons différemment. Ça signifie aussi que les risques médicaux sont différents. Auriez-vous des exemples à nous donner? Les gens ne réalisent pas que les femmes sont plus sujets à risque en ce qui concerne la santé du cerveau, contrairement aux hommes. Les femmes sont 2 fois plus exposées à la dépression et à l'anxiété. Elles ont aussi 3 fois plus de risques de développer une maladie auto-immune qui peut attaquer le cerveau, telle que la sclérose en plaques. Elles sont 4 fois plus exposées aux maux de tête et aux migraines. Et elles ont 5 fois plus de risques de développer une tumeur cérébrale, telles que les angiomes, qui sont la forme la plus courante de tumeurs connue dans la population. Les femmes sont aussi plus exposées au risque d'un AVC. Mais la chose essentielle que les femmes ne savent peut-être pas, c'est que la maladie d'Alzheimer, qui est la forme la plus commune de démence au sein de la population, attaque plus fortement le cerveau des femmes que celui des hommes. Cette maladie est plus sévère chez les femmes,
nous pouvons constater que chez les patients atteints d'Alzheimer, 2 sur 3 sont des femmes. C'est un fait qui a pourtant été complètement ignoré pendant des décennies, car on pensait à l'époque que les femmes vivaient plus longtemps que les hommes. Mais nous savons aujourd'hui que ce n'est pas dû à ça. C'est tellement injuste. C'est sûr. Que diriez-vous aux femmes qui regardent, ainsi qu'aux hommes qui se soucient des femmes de leur vie? Que pouvons-nous faire? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et le plus important, c'est premièrement, de reconnaître que les femmes sont plus exposées au risque de maladie. Elles devraient en prendre conscience. Deuxièmement, il est important de trouver le bon moment pour aborder le sujet. Et troisièmement, il s'agit évidemment de savoir comment le faire. Heureusement, nous commençons à avoir la réponse à ces 3 questions. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Ça l'est. Je suis particulièrement animée par le Women's Brain Initiative, que j'ai démarré à Weill Cornell récemment. Nous avons fait énormément de travaux pour répondre à la deuxième question. Donc, de tous les facteurs de risque qui peuvent potentiellement déclencher la maladie d'Alzheimer dans le cerveau féminin, quels sont les facteurs les plus importants dont nous devons parler? Et quel est le meilleur moment pour le faire? Nous avons commencé à nous pencher sérieusement sur le sujet il y a quelques années, grâce aux scanners cérébraux. Une chose que j'aimerais mentionner, c'est que Alzheimer n'est pas du tout lié au vieillissement. On a tendance à l'associer aux personnes âgées, car c'est à ce moment-là que les symptômes sont plus apparents. En général, vers l'âge de 70 ans aux États-Unis. Mais en réalité, ça commence avec des changements négatifs qui ont lieu des décennies auparavant dans le cerveau. Par conséquent, nous savons donc que pour la plupart des gens atteints de la maladie d'Alzheimer, le processus commence en général en milieu de vie. Ça veut dire entre 40 et 60 ans, ou même 65 ans pour certaines personnes. Mais nous avons démontré que le problème ne vient pas du fait que les femmes vivent plus longtemps. La vraie raison est que les femmes tendent à développer la maladie d'Alzheimer plus tôt dans leur vie, spécifiquement durant leur ménopause. Je vois. Qui se situe vers 51 ans aux États-Unis. Pourrait-on voir ces scanners cérébraux? Bien sûr. Et pour les gens qui regardent cette vidéo, pourriez-vous expliquer ces images? Ok. Il s'agit donc de la même femme avec qui nous avons travaillé pendant des années. Nous lui avons fait passer des scanners avant sa ménopause, et elle n'avait aucun signe de dérèglement hormonal à ce moment-là. On lui a fait repasser des scanners pendant sa ménopause, et on a refait d'autres scanners après sa ménopause. Le scanner de gauche est ce qu'on appelle un fluorodésoxyglucose. C'est un scanner qui mesure l'activité cérébrale. Le mieux avec ce scanner, c'est que votre cerveau ait l'air le plus brillant possible. Le rouge représente le plus haut niveau d'activité cérébrale. Le jaune aussi est pas mal. Vert signifie que c'est correct. Et le bleu veut dire que c'est bon, car il y a des fluides dans le cerveau. Donc c'est normal. Mais le mieux, c'est d'avoir autant de rouge et de jaune que possible. Nous voyons donc un cerveau en bonne santé, surtout si vous êtes dans la quarantaine. Maintenant, lors de sa transition avant et après la ménopause 6 ans plus tard, nous pouvons voir que le rouge est devenu jaune et que le jaune est devenu vert. Ce deuxième scanner est beaucoup plus foncé et vert. Cela correspond à une baisse d'environ 50% de l'énergie dans le cerveau de cette femme. En combien de temps à peu près? En 6 ans, ce n'est pas normal. Quand nous avons commencé l'étude, nous avions à peine 60 personnes, car il était très difficile de trouver des fonds pour financer ce genre de recherche. Aujourd'hui, nous avons des centaines de personnes pour l'étude, et ce scanner représente la moyenne. Donc c'est normal. Ce n'est pas un cas extrême. Je pensais avant que c'était un cas extrême, mais ça représente en réalité la norme. Un cas typique. C'est typique, oui. Et nous ne faisons pas que ce genre de scanner. Nous faisons 9 scanners différents pour chaque personne participant à l'étude. Puis, nous partageons nos résultats avec les femmes qui expérimentent cette baisse d'énergie dans leur cerveau. C'est à ce moment précis que les plaques de la maladie d'Alzheimer commencent à s'accumuler. C'est donc lié à une baisse d'énergie. Exact. À mesure que l'énergie diminue, votre cerveau change. Quand vous perdez de l'énergie, vous perdez de l'activité cérébrale. C'est à ce moment-là que les plaques de la maladie d'Alzheimer deviennent mesurables. Je suis sûr qu'il y a plusieurs facteurs aggravants dans le processus, mais serait-ce dû à un changement hormonal? Nous pensons qu'il s'agit principalement des hormones. Il y a un lien avec le niveau d'hormones, mais le principal lien vient des symptômes de la ménopause. Qui sont? Les symptômes sont des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de l'insomnie,
des changements d'humeur, une dépression, du brouillard mental ou des problèmes cognitifs tels que des trous de mémoire. Ces troubles ne commencent pas dans vos ovaires, ils commencent dans votre cerveau. La raison est que nous pensions que l'œstrogène et la progestérone sont des hormones importantes pour la fertilité et la reproduction. C'est dû au fait que ce sont les premières fonctions attribuées à ces hormones par la science quand elles furent découvertes. Il a fallu attendre les années 70 pour que les scientifiques découvrent que ces mêmes hormones avaient bien plus de fonctions dans le cerveau. Ce ne sont pas juste des hormones pour la reproduction, ce sont aussi des hormones utiles au bon fonctionnement du cerveau, plus particulièrement l'œstrogène, que nous appelons le maître de la régulation. Cette hormone est impliquée dans plusieurs fonctions, comme par exemple l'immunité. Elle améliore grandement l'immunité dans le cerveau. Elle est très importante pour le développement et la plasticité des neurones. Ce qu'elle fait principalement, c'est d'activer votre cerveau. Elle sert de déclencheur pour le métabolisme du glucose. Elle aide littéralement votre cerveau à brûler du glucose pour fournir de l'énergie. Mais si l'œstrogène diminue, toutes les régions du cerveau qui sont dépendantes de cette hormone cessent de fonctionner. C'est ce que nous pouvons voir sur les scanners cérébraux. Nous devons alors régler le problème. Que faites-vous pour régler cela? Pour moi, mon but a toujours été de rendre la médecine préventive accessible à tous. Et je pense que les scanners devraient faire partie de ce que nous proposons en termes de prévention. Ces études nous montrent que les femmes ont besoin de prévention et de soins médicaux aux alentours de 40-50 ans. Dans certains cas, parfois plus tôt. J'ai une amie qui est totalement ménopausée à 42 ans. Et elle n'est pas un cas isolé. Nous avons beaucoup de preuves sur le sujet. Si votre durée de reproductivité est courte, alors vous avez plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Par exemple, pour certaines femmes qui traversent la ménopause naturellement, cela arrive généralement au début de la cinquantaine. Mais certaines femmes sont littéralement plongées dans la ménopause très tôt dans leur vie, car elles ont subi une opération chirurgicale. Par exemple, si on vous a retiré l'utérus ou les ovaires, il y a de grandes chances que vous soyez ménopausée assez vite. Et il y a un lien avec le fait que le risque de développer la maladie d'Alzheimer atteigne les 70% dans ce cas-là. Les femmes qui ont une hystérectomie ou une ovariectomie ont bien plus de chances de développer Alzheimer que celles qui n'ont eu aucune chirurgie. Nous savons cela depuis des décennies, et pourtant, personne n'en parle. C'est vrai. Personne n'aborde le sujet. Si vous allez voir votre médecin ou un chirurgien pour une hystérectomie, certaines femmes se font retirer l'utérus pour certaines raisons, telles que pour ne pas avoir de bouffée de chaleur. Mais personne ne vous prévient des risques encourus. Personne ne vous dit que votre cerveau risque de changer également suite à cette opération. Je pense que c'est important que les femmes deviennent conscientes des changements potentiels qui les attendent. Il faut qu'elles sachent qu'il n'y a pas à en avoir peur ou en avoir honte. Tellement de femmes sont confuses à ce sujet. C'est très courant pour les femmes de se sentir folles quand elles sont en préménopause. Elles ne savent pas à qui en parler. Elles ne savent pas si c'est naturel. Elles se disent que ça vient d'elles. Comment pourriez-vous le savoir si les gens n'en parlent pas, si les médecins n'en parlent pas, et si votre mère n'en parle pas? Nous vivons dans une culture qui cherche juste à supprimer les symptômes. Je pense donc qu'il est très important de sensibiliser sur le sujet et de s'assurer que tout le monde puisse en parler et demander des solutions, car nous n'avons pas assez d'options. Je vais vous dire quelque chose, car je sais que vous ne serez pas offensés par cela. Mais si les hommes avaient des bouffées de chaleur, on en aurait entendu parler depuis des siècles. Alors que quand les femmes en ont, elles vont voir leur médecin et on leur donne bien souvent des antidépresseurs qui n'aident en rien à régler la racine du problème. Ça ne résout pas le problème de fond. Nous devons donc en parler. J'imagine que c'est difficile, car mes amies femmes me disent qu'elles se sentent déprimées, qu'elles se sentent seules et confuses, et elles ne savent pas pourquoi. Ça permet donc de se libérer de l'autocritique et du jugement. Exactement. Je pense que c'est important d'avoir de la compassion pour soi-même. Et le stress qui vient avec ça. Parce que si vous avez la tête dans le brouillard, que vous ne pouvez plus penser correctement, que personne ne peut vous aider, et que vous n'ayez nulle part où aller pour trouver de l'aide, votre niveau de stress atteindra des sommets. Et si votre stress augmente, vos hormones sexuelles diminuent, car vous n'êtes plus en homéostasie, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Puis ça devient un cercle vicieux. Ça devient un cercle vicieux, et il est difficile de le briser. C'est pourquoi tellement de femmes ne peuvent plus dormir ou sont stressées, principalement aux alentours des 30, 40 ou 50 ans. Quant à cet âge-là,
Nous sommes en train de jongler entre la carrière, les enfants, le partenaire, mais aussi les parents qui risquent d'avoir besoin de notre aide. C'est un moment dans la vie d'une femme dans lequel elle a vraiment besoin de prendre soin d'elle. On les entend souvent dire « Je n'ai pas le temps pour ça ». Il faut donc en parler, car prendre soin de votre cerveau aujourd'hui permettra de faire une énorme différence dans votre futur. Comme toujours, partagez ce que vous avez appris dans les commentaires. Quelle révélation avez-vous eue en regardant cette vidéo? Car nous savons que si vous voulez apprendre quelque chose, vous devez le réapprendre encore et encore. C'est aussi comme ça qu'on apprend. On ne l'apprend pas toujours pour nous-mêmes, mais on peut aussi l'apprendre pour ceux qui comptent pour nous. Merci Lisa de nous avoir rejoints pour cette vidéo. Merci.